Je vais dans plus de détails aujourd'hui, et notamment sur des mesures que nous ferons autour du trou noir au centre de la galaxie et l'instrument que nous utiliserons pour cela. Je vais aussi parler d'un autre instrument qui s'appelle le Event Horizon Telescope, qui est à la fois un concurrent et un complément à Gravity, qui exploite une autre technologie, travaille à d'autres longueurs d'onde, et qui se trouve devoir arriver en même temps que Gravity. Donc on est dans une période un peu particulière où on est impatient en fait de voir ces premiers résultats, et on espère que ce sera une période qui sera riche pour ce thème scientifique. Alors moi je suis donc à l'Observatoire de Paris. Pour ma recherche je suis au LESIA, et en fait je ne suis pas tout seul à travailler sur Gravity. Bon, vous avez l'habitude des grands projets, donc ce n'est pas une surprise. Vous avez un PI de l'instrument qui est au Max Planck de Garching, au MPE à Garching. Il s'agit de Frank Eisenhower, et plusieurs instituts, et pour nous français, donc le LESIA à l'Observatoire, l'IPAG à Grenoble, et l'ONERA, alors ce n'est pas l'ONERA Toulouse, mais c'est l'ONERA à Châtillon et bientôt à Palaiseau, le département d'optique théorique et appliquée, qui a aussi une antenne ici à Toulouse. Donc là, ce sont plus les spécialistes d'optique adaptative et d'interférométrie. Voilà, donc vous voyez, ça fait un groupe de personnes assez important qui travaillent ensemble depuis maintenant 2006 sur ce projet, puisqu'on a eu l'idée en fait en 2005. À l'occasion d'une réflexion que nous avions menée en France d'ailleurs. Voilà, donc moi je suis la tête de pont, disons, en France pour cet instrument, mais en liaison très très étroite avec mes collègues, notamment grenoblois, qui jouent un rôle aussi extrêmement important. Je pourrais y revenir par la suite. Donc l'endroit de nos discussions aujourd'hui, c'est la galaxie, et plus précisément, c'est le centre galactique. Nous, on est là, à peu près. Alors, c'est pas une vraie galaxie, c'est pas notre vraie galaxie, ça, hein, c'est une vue d'artiste, mais qui donne à peu près l'idée. Donc, c'est une galaxie spirale barrée. On voit la barre là en son centre. Nous, on est à peu près aux 2/3 en distance du centre de la galaxie. Et l'objet qui nous intéresse, Sagittarius A étoile, est situé au centre, évidemment. Donc, il s'appelle Sagittarius A étoile parce qu'il est dans la constellation du Sagittaire. Et c'est la source radio la plus intense qui a été découverte au début de la radioastronomie dans cette région-là. L'étoile signifiant que c'est une source compacte, donc qui n'était absolument pas résolue par les instruments radio à cette époque. Donc voilà l'explication de ce nom un peu curieux. Il n'y a pas de numéro pour une fois, mais il y a une lettre. Alors, à quoi ressemble le centre galactique quand on le regarde depuis l'endroit où nous nous situons ? Vous avez là une image faite dans l'infrarouge par un satellite. Donc on retrouve le disque de la galaxie, le bulbe au centre. Comme on est dans l'infrarouge et que la galaxie est très poussiéreuse, on a une émission assez importante, donc elle nous paraît assez brillante. On en voit un autre exemple ici avec le satellite Spitzer, donc avec un champ ici qui est beaucoup plus étroit, où on voit que le centre de la galaxie est exactement très brillant ici au centre. Donc beaucoup de poussière relativement chaude qui occasionne une émission importante. Mais ces poussières vont avoir une influence néfaste sur notre capacité d'observation, puisqu'elles vont atténuer le rayonnement. Je m'arrête quelques instants sur la structure en fait, que l'on trouve au centre de la galaxie en allant encore dans un champ plus étroit. Donc, au centre de la galaxie, on trouve ce que l'on appelle la mini-spirale. Donc, ce sont des bras de matière qui ressemblent à une sorte de mini-galaxie. Bon, c'est une pure coïncidence. Et on essaye d'organiser, de décrire la façon dont la matière est organisée dans cette région-là de l'espace. On identifie une sorte de disque qu'on appelle le disque circumnucléaire, donc qui entoure la partie centrale de la galaxie et dans lequel on trouve et du gaz et des étoiles. Et les régions qui vont nous intéresser sont les régions les plus internes, avec ici un groupe d'étoiles qui s'organise sous forme de 2 disques. Alors, c'est toujours un peu soumis à polémique, ce type d'arrangement, mais ça rend quand même à peu près bien compte de l'information que l'on peut trouver au centre de la galaxie. Donc, vous voyez, on est sur des échelles maintenant qui sont inférieures au parsec pour les plus petites. Et si on va encore plus au centre, on trouve un amas d'étoiles qui est extrêmement important, qui s'appelle l'amas des étoiles S,
Donc là, je suis passé en millisecondes d'angle, puisque d'un point de vue observationnel, c'est l'échelle qui importe. Si on se rapporte aux dimensions du trou noir central, en fait, ces étoiles sont pour les plus proches, sont à quelques milliers de rayons de Schwarzschild ou dizaines de milliers de rayons de Schwarzschild du trou noir central. Voilà, donc ça, c'est l'amas des étoiles S, et ce sont les étoiles les plus proches que l'on connaisse près du trou noir central. Et au centre, donc, le trou noir central, Sagittarius à étoile. Bon, je vous ai déjà révélé le secret que c'était un trou noir, mais vu le titre du séminaire, il n'y avait pas trop de suspense. Donc je vais y revenir quand même. L'important, là, c'est l'échelle, la dimension du trou noir, le rayon de Schwarzschild pour ce trou noir, donc le rayon de la sphère des événements, de l'horizon des événements, c'est 10 microsecondes d'angle. Voyez, donc les étoiles S, c'est quelques millisecondes d'angle, jusqu'à quelques dizaines ou quelques centaines de millisecondes d'angle. Et le trou noir central, c'est 10 microsecondes d'angle, donc un diamètre de 20 microsecondes d'angle. Ah, ça a sauté. Alors, comment est-ce qu'on peut observer cet objet? Vous avez ici un spectre du trou noir central, enfin de la région, pardon, autour du trou noir central. Et vous voyez que vous avez des émissions à très haute fréquence. Ça, c'est des émissions X qui sont assez intenses. Ça, c'est les événements qui se produisent près du trou noir. Vous avez aussi l'émission radio qui pique vers quelques millimètres de longueur d'onde ici, donc qui est finalement assez intense aussi. Et cette partie-là du spectre, c'est la partie, disons, infrarouge. Voilà. Donc on va observer dans cette région-là. Alors évidemment, la résolution angulaire croît fortement avec la longueur d'onde lorsqu'on se déplace vers la droite, mais un autre élément important, c'est que la taille des instruments que l'on peut imaginer aussi croît, mais vers la gauche. Donc on peut aller en radio dans un domaine où la résolution angulaire est plutôt basse, mais parce qu'on a la capacité de construire des instruments de grande dimension, on peut atteindre des résolutions angulaires qui, vous allez le voir, sont même plus fortes, plus grandes que celles auxquelles on peut prétendre dans le domaine infrarouge. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Bon, l'instrument Gravity, lui, c'est ce domaine-là de longueur d'onde, très approximatif. En fait, c'est la bande K, astronomique K, entre 2 microns et 2 microns 4. Alors, profitant justement de cette capacité des observatoires radio à pouvoir réaliser des images à très haute résolution spatiale, il y a eu des essais depuis pas mal de temps pour essayer de percer le mystère de Sagittarius à étoile. Et ça, c'est une technique qui s'appelle la technique d'interférométrie très longue base, VLBI en anglais, qui consiste à mettre en musique des télescopes répartis à la surface de la Terre dans le domaine radio pour avoir la résolution angulaire équivalente à un télescope de quelques milliers de kilomètres. Voyez, donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des résolutions importantes. Donc les gens ont observé Sagittarius à étoile par cette technique-là. Et malheureusement, ont vu que l'objet était de taille assez grande, avec une loi définissant la taille de l'objet qui augmente avec la longueur d'onde. L'ennui, c'est que cette loi est due essentiellement à la diffusion du rayonnement par le plasma. Donc on a du mal à voir l'objet lui-même. On est dominé par des effets de diffusion dans le plasma. Alors on voit qu'évidemment, si on va à très courte longueur d'onde, il y a de l'espoir. Et évidemment, c'est de ce côté-là que les astronomes radio cherchent à observer cet objet. Pendant assez longtemps aussi, les gens ont cherché à connaître la masse de cet objet central, et c'est comme ça qu'ils ont abouti à l'idée qu'il s'agirait peut-être d'un trou noir supermassif. Et la technique a consisté d'abord à observer le champ de vitesse du gaz et à déduire de ce champ de vitesse une masse par application du théorème du Viriel, par exemple. Et à cette époque-là, donc je n'ai pas mis de date, là, j'ai oublié la référence, excusez-moi, c'était il y a quoi? Il y a 15-20 ans, 10, 15, 20 ans, l'estimation conduisait à une masse un peu inférieure à 3 millions de fois la masse du Soleil. Mais sur des échelles qui sont quand même assez grandes et bien trop grandes pour être certain que l'objet observé, l'objet en question, est un trou noir. Mais c'était quand même une première idée de ce que peut être l'objet au centre de la galaxie. Alors, pour aller plus loin, il va falloir observer l'objet plus près.
Vous voyez ici une photo du ciel à Paranal. Ça, ce sont 2 télescopes de 8 mètres du VLT. Cette photo a été prise par Yuri Belecki, qui est un astronome de l'ESO, au moment où nous utilisions en fait ces 2 télescopes. Voilà. Donc on pointait avec l'étoile laser pour asservir l'optique adaptative sur le centre galactique. Et on a eu l'idée de sortir à ce moment-là en se disant, pour une fois, on verra où se trouve le centre galactique. Il suffit de suivre le laser, c'est très pratique, ça coûte un peu cher comme pointeur, mais c'est plutôt bien. Et vous voyez que sans trop de grande surprise, au bout de ce pinceau laser, vous avez une zone qui est extrêmement sombre. C'est là que l'effet des poussières est important. Alors là, c'est une photo prise dans le domaine optique, dans le domaine visible, et l'atténuation, ici, vous avez 31 magnitudes d'extinction. Voilà. Donc 31 magnitudes d'extinction, ça empêche toute velléité d'observer dans le domaine visible. Donc c'est pour ça qu'on va dans le domaine infrarouge. Et dans le domaine infrarouge, on a la chance de pouvoir percer ce mur de poussière qui révèle en fait un champ d'étoiles assez dense et assez important qui va être un outil fondamental, qui vont être un outil fondamental, ces étoiles, pour justement caractériser le trou noir. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de poussière, donc on va dans l'infrarouge. On espère passer à travers la poussière, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'à cause du fait que l'on observe sur Terre, on se heurte à un autre effet qui est la présence d'une atmosphère turbulente qui induit une dégradation de la qualité image. Au lieu de voir un riche champ d'étoiles, on voit un riche champ de blobs à peu près indéfini. Et dans le carré central, ici, vous avez la position de Sagittarius à étoile. Et vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Donc la technique pour s'en sortir, ça va être de corriger les turbulences atmosphériques. Donc j'ai rajouté un petit transparent ici pour expliquer quel est fondamentalement le problème. Donc sans atmosphère, l'observation d'une source ponctuelle comme une étoile à grande distance donne une image tout à fait piquée. Ça, c'est l'image parfaite que vous obtenez et qui découle de la théorie de la diffraction. Voilà. En présence d'atmosphère, ce n'est pas tout à fait le cas. L'atmosphère, c'est un milieu turbulent, donc qui subit des agitations permanentes, avec des cellules de convection qui changent au cours du temps. L'atmosphère, c'est un système instable par nature, puisque l'atmosphère est chauffée la journée et se refroidit la nuit. En première approximation. Et ces cellules turbulentes ici sont en fait des cellules aussi où l'atmosphère connaît des fluctuations de température. Et qui dit fluctuation de température dit des fluctuations d'indice lumineux. Et de fait, les rayons lumineux sont perturbés dans leur propagation par ces cellules. Alors localement, l'atmosphère agit comme un petit prisme, et ce petit prisme va dévier les rayons lumineux. Voilà. Ce qui fait qu'au lieu que les rayons lumineux arrivent selon une unique ligne droite au niveau du télescope ici, eh bien, ils connaissent une série aléatoire de déviations, ce qui fait que le rayon lumineux en fin de parcours ici sur le télescope a peu de points communs avec la direction du rayon lumineux en début de parcours en entrée d'atmosphère. Alors, ce ne serait pas très grave si tous les rayons lumineux étaient déviés de la même façon. Malheureusement, plus le télescope est grand et plus la quantité de déviation est importante. Vous voyez, ce deuxième rayon lumineux, ici, lui, semble pointer vers une autre direction, ce qui fait qu'au lieu d'observer un objet qui est un objet simple et unique, on a l'impression de voir plusieurs objets. C'est le phénomène des speckles. Alors, il n'y a pas tout à fait assez de contraste. Vous voyez que l'image, ici, est constituée de différentes tavelures. Et ces tavelures bougent au cours du temps sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de la milliseconde. Voilà, donc ça va très vite. L'image est éclatée, elle n'est pas du tout piquée, et en plus, on a affaire à une image qui n'est pas du tout stable. Voilà, c'est ce qui va produire une perte de résolution. Alors là, vous avez un exemple qui correspond à... alors ça a été une simulation, mais une simulation non pas numérique, mais instrumentale, faite avec le système NAOS, qui est l'optique et la première optique adaptative du VLT, avant son intégration à Paranal, et c'est extrêmement fidèle. Voilà. L'avantage de cette simulation, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Enfin, en tout cas, le bruit est très faible, mais je vous assure que vous obtenez la même chose sur le télescope, malheureusement d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la tâche fluctuante que vous obtenez, qui varie donc au cours du temps.
Et ça, pour mémoire, c'est la résolution angulaire du télescope. Vous voyez, ça correspond en gros à la taille de chacune des petites tavelures ici. Si vous faites une intégration longue, vous allez moyenner ces tavelures et vous allez obtenir une tâche dont la dimension caractéristique est celle du disque qui se trouve au centre ici. Donc vous allez perdre pour cette raison-là en résolution angulaire, et ça se voit par exemple lors d'une observation d'une étoile double, ce qui va être notre cas ici, on va essayer de voir un champ d'étoiles, eh bien, comme la dimension angulaire de ce système est par exemple plus petite ici que la résolution effective du télescope en présence de turbulences, au lieu de voir une étoile double, vous voyez une étoile simple. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une perte de qualité image dans les images observées du fait de la turbulence atmosphérique. Un champ qui était piqué d'étoiles, eh bien, en fait, ressemble au champ qu'on a vu tout à l'heure, qui était flouté. Voilà. Donc ça, c'est un problème majeur. Ah, j'ai un autre problème majeur, c'est que l'optique adaptative ne marche plus. Voilà, elle marche. Et la solution à ce problème majeur, c'est ce que l'on appelle l'optique adaptative, dont le but va être de corriger les fluctuations turbulentes de l'atmosphère, ou plutôt l'influence des fluctuations turbulentes de l'atmosphère sur le faisceau, pour rétablir une qualité image optimum correspondant aux capacités du télescope limitées par la diffraction. Comment ça marche ? Eh bien, le principe était extrêmement simple. Les fronts d'onde qui arrivent, donc qui sont passés à travers l'atmosphère et qui ont été perturbés, initialement ils étaient plans sur une source ponctuelle, voyez, ne sont plus plans. Et l'idée, c'est de les réfléchir sur un miroir dont la forme correspond à la forme perturbée du front d'onde. Ce qui fait qu'après réflexion, le front d'onde devient plan. Voilà. Donc ça, c'est l'idée géniale. Pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir caractériser le front d'onde. Donc on vient intercepter le faisceau et en prélever une partie pour faire une mesure en temps réel du front d'onde perturbé. Donc ça doit aller très vite puisque tout cela change sur des échelles de temps de l'ordre de la milliseconde. Donc il faut faire une pause toutes les millisecondes pour analyser, et voire même plus courte, ou de cet ordre-là, pour analyser les fluctuations turbulentes. Et à partir de cette pause, donc cette analyse de front d'onde, on en déduit des commandes à envoyer au miroir plan, au miroir déformable, pardon. On laisse passer une partie de la lumière vers la voie scientifique qui est celle que l'on utilisera pour faire les images de l'objet observé. Donc c'est ce système qu'on appelle l'optique adaptative. C'est un système asservi. Ça marche très bien quand ça marche. Et pour que cela fonctionne, eh bien, il faut une source qui permette de mesurer en temps réel le front d'onde. Donc une source qui soit à la fois ponctuelle, ou disons pas trop étendue, et suffisamment brillante pour que le calculateur et le système aient le temps de mesurer les aberrations en temps réel avec un signal sur bruit suffisant. Donc ça, c'est la condition limite pour que cela puisse fonctionner. Il faut évidemment que cette source soit proche de l'objet observé pour que cela puisse fonctionner. Alors, l'optique adaptative, c'est un vrai miracle. Je disais hier soir lors de la conférence que je m'en étais toujours parmi. Chaque fois que je vais au télescope et que j'utilise un système d'optique adaptative, je trouve ça absolument génial. C'est exactement comme je vais vous le montrer là. Voilà, donc vous observez, pour l'instant, la boucle est ouverte. On ne corrige pas les aberrations turbulentes. Et puis vous fermez la boucle, hop, et voilà. C'est aussi simple que ça. Là, vous récupérez une tâche qui fluctue certes encore un tout petit peu, mais vous voyez que la partie centrale qui correspond à la figure d'Airy est très très bien marquée. Vous récupérez la résolution angulaire du télescope, ce qui fait que si vous observez une étoile double avec le système en marche, eh bien, vous arrivez à séparer les deux compagnons jusqu'à des distances qui correspondent à la dimension de cette tâche angulaire. Donc c'est ce type de système qui vont être très utiles et qui ont été très utiles pour l'observation du centre galactique dans le domaine infrarouge. Alors, une fois que vous avez mis l'optique adaptative en marche, eh bien, ce champ qui paraissait assez indéfini, si ça veut bien marcher, non, ça ne marche pas, eh bien, devient tout d'un coup bien plus piqué. Et donc là où vous aviez ce champ informe, en fait, vous devriez voir ici, dans tout ce champ-là, des dizaines ou presque des centaines d'étoiles, et dans ce petit champ, 10, 20, 30 étoiles. Voilà. Donc ça, c'est la partie centrale du champ qui fait à peu près une seconde d'angle. Voilà. Alors, c'est ce qui a été fait avec l'optique adaptative NAOS et le système qui s'appelle NACO aujourd'hui, à l'Observatoire austral européen, au Chili, au Mont Paranal. Donc, un des télescopes de 8 mètres a été utilisé.
en l'occurrence celui-ci. La photo de tout à l'heure avec l'étoile laser était prise depuis l'autre côté, là, pour faire ces observations-là. Et ça a permis d'obtenir ces images. Voilà, ça, ce sont des images reconstituées sur une période d'à peu près 10 ans qui montrent le balai des étoiles autour de Sagittarius à étoile. Et c'est ce qui a permis de faire la mesure d'une orbite complète de cette étoile-là, qui s'appelle S2, voilà, qui était jusqu'à extrêmement récemment l'étoile dont la période est la plus courte connue autour du trou noir. Hein. Il y a une autre étoile qui a été découverte par des collègues américains sur une période un peu plus courte, mais qui se trouve passer en fait un peu plus loin du trou noir. Donc cette étoile-là a joué un rôle extrêmement important parce qu'elle a permis une mesure de la masse du trou noir. En fait, depuis, d'autres étoiles ont été observées. Hein. Le temps défilant, on peut s'intéresser à des orbites dont les périodes sont plus longues. Et nos collègues allemands, donc Frank Eisenhower, c'est le PI de Gravity, hein, donc c'est ce groupe-là, ont observé à la fois par imagerie et par spectroscopie ces objets-là, ce qui fait qu'on a maintenant des orbites tridimensionnelles de ces objets au centre de la galaxie, dont on peut voir ici des orbites reconstituées. Donc c'est bien parce qu'il n'y a plus d'effet d'inclinaison et d'incertitude liée à l'inclinaison. Donc vous avez Sagittarius à étoile qui est censé se trouver là, à l'endroit du petit anneau, là, et ces orbites qui sont connues aujourd'hui. Alors, comme cet objet est sans cesse en train d'être observé à la fois par les groupes américains et les groupes européens, ces orbites s'affinent au cours du temps. Et le nombre d'étoiles dont on connaît les orbites autour du trou noir central est en train de croître de manière assez impressionnante. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à peser en quelque sorte le trou noir central. Le trou noir central, c'est la masse qui est largement dominante parmi toutes les masses au centre galactique. Donc on peut utiliser la troisième loi de Kepler pour en déduire que la masse du trou noir est de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. On a aussi une mesure de la distance par cette technique, puisque c'est un des paramètres qui permet de convertir les vitesses linéaires en vitesses angulaires et réciproquement. Donc on sait qu'au centre de la galaxie se trouve un monstre de cette masse-là. On n'a pas encore la certitude absolument absolue qu'il s'agit d'un trou noir, puisque pour le prouver, il faudra montrer que toute la masse est comprise dans le rayon de Schwarzschild. Alors ceci dit, si on regarde au cours du temps les différents tests d'hypothèses sur la nature de l'objet, on voit que les taux se resserrent. Et aujourd'hui, il n'y a guère que plus que 2 objets possibles, donc comme candidat, un trou noir ou un objet exotique. En fait, il y a d'autres objets exotiques comme celui-ci, une étoile à boson. D'après les théoriciens, je ne suis pas spécialiste moi-même des étoiles à boson, mais ces étoiles-là existent sur le papier, mais elles ont une stabilité qui est beaucoup trop faible pour qu'un objet de ce type-là puisse survivre au centre de la galaxie. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a que le trou noir qui tient vraiment la corde dans le bestiaire des objets théoriques et des objets astrophysiques pour expliquer le phénomène qui a été vu au centre de la galaxie. Alors, ce trou noir, il est particulier parce que on s'est aperçu un jour, c'était Reinhard Genzel qui observait, que ce trou noir s'allume et se met même à clignoter. Voilà. C'est un peu curieux pour un objet censé être sombre. Donc c'était une des observations. Ça, c'est des vraies images, en fait. Ce que vous voyez là, elles ont été un peu filtrées. Vous voyez, comme ça, elles ont l'air un peu plus rondes. Mais ce sont des vraies images obtenues par optique captative sur le VLT. Et donc là, vous avez une séquence qui dure, en fait, environ une petite heure, au cours de laquelle vous voyez le trou noir central s'allumer et clignoter. Alors, qu'est-ce qui produit ce type d'effet-là? Plusieurs scénarios sont en compétition. Là, je vous présente les plus probables, en tout cas ceux qui sont le plus discutés. Un scénario possible est celui de la reconnexion magnétique dans un jet. On pense qu'il y a un jet qui s'échappe du trou noir central, comme dans beaucoup de galaxies, et l'effet que l'on voit là pourrait être dû à de la reconnexion magnétique. On a du mal à comprendre que ça induise un phénomène périodique avec une période aussi reproductible que celle qui a été vue de 20 minutes. Les périodes vues s'échelonnent entre 20 et 40 minutes.
Donc l'autre scénario, c'est celui d'un point chaud sur la dernière orbite stable. Je reviendrai sur ce scénario-là. D'ailleurs, ce point chaud pourrait être allumé par des phénomènes aussi de reconnexion magnétique, mais dans le disque. Troisième scénario, c'est que tout cela est le fruit du hasard. Et ce que l'on voit, en fait, c'est ce que les collègues américains appellent du bruit rouge. Donc on voit des fluctuations statistiques dans le disque d'accrétion autour du trou noir qui semblent parfois, par hasard, donner des phénomènes qui semblent être périodiques. Voilà. Alors, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les Américains ont raison et que nous, on a raison aussi. C'est-à-dire qu'on a une espèce de fond, de bruit de fond, qui produit l'énergie lumineuse que l'on voit à l'endroit du trou noir. Et puis, de temps en temps, eh bien, un point chaud s'allume près de la dernière orbite circulaire stable, qui, si le trou noir n'est pas en rotation, est à peu près à 3 fois, enfin exactement, même si le trou noir n'est pas en rotation, 3 fois la taille de l'horizon. Et on pense qu'on voit ces deux effets quasiment en permanence, enfin, sauf pour les points chauds qui, eux, arrivent en moyenne à se produire une fois par nuit. Voilà. Alors, ce n'est pas inintéressant parce que ça va nous donner... ça nous donne des événements qui se produisent très près du trou noir. Et on va utiliser ces événements pour étudier l'environnement du trou noir et caractériser le trou noir. Alors pourquoi est-ce qu'on est plus en faveur de l'hypothèse du point chaud pour les phénomènes qui sont périodiques? Eh bien, c'est parce qu'on pense qu'il s'agit de phénomènes qui sont très localisés. Très localisés parce que lorsque un sursaut se produit, on voit des modifications de la polarisation du rayonnement sur des échelles de temps qui sont extrêmement courtes. Et ça milite en faveur d'un phénomène se produisant sur une échelle d'espace, elle aussi relativement courte. Mais ça reste bien sûr très spéculatif, et tant qu'on n'aura pas été voir précisément, on aura du mal à choisir ou privilégier l'un ou l'autre des types de phénomènes. Alors, s'il s'agit d'un point chaud, c'est extrêmement intéressant, comme je le disais, pour la raison suivante, c'est que le point chaud va nous servir de particule test pour mesurer le champ de gravitation et tester la relativité générale en champ très fort, près d'un trou noir. On n'a pas vraiment l'occasion de le faire pour l'instant. Les seules occasions, c'est dans le domaine des rayons X, en observant une raie du fer. Là, on voudrait vraiment essayer de reconstituer ce type d'événements à partir de données. Donc ce que l'on voit là, c'est une simulation, un calcul numérique de ce que donnerait un point chaud sur la dernière orbite stable autour du trou noir. Et vous voyez des images multiples. Ces images multiples sont dues à des effets purement de relativité générale. La lumière, le parcours des rayons lumineux est courbé par l'attraction gravitationnelle du trou noir. Et vous avez aussi des phénomènes d'amplification. On voit très bien sur cette partie-là, à cet endroit-là précisément, le sursaut est beaucoup plus lumineux qu'en dehors de cette position-là dans le temps. Voilà. Donc l'idée, là, c'est de mesurer astrométriquement ce que l'on voit pour en déduire par inversion ce type de phénomène et tester la relativité générale en champ extrêmement fort. C'est un des deux objectifs majeurs de Gravity, l'autre étant la caractérisation du trou noir à partir d'observations d'étoiles très proches. Alors, passons au projet maintenant. Le premier projet s'appelle le télescope de l'horizon des événements, le Event Horizon Telescope. Il est le fruit d'une collaboration autour du MIT, le PI étant au MIT. Il y a des Européens qui sont impliqués aussi, puisqu'il est question d'utiliser l'IRAM et d'utiliser ALMA. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de faire, je vous ai montré tout à l'heure ce que c'était que la Very Long Baseline Interferometry, l'interférométrie à très longue base. Eh bien, c'est de faire de l'interférométrie à très longue base à courte longueur d'onde dans le domaine radio, donc dans le domaine des longueurs d'onde millimétriques, là où la diffusion du rayonnement par le plasma près du trou noir ne domine plus. Un premier essai a été fait, en fait plusieurs essais ont été faits, avec un premier triangle ici, vous voyez, donc c'est une base déjà intercontinentale qui relie deux télescopes dans le sud-ouest américain à un télescope à Hawaï. Ça a donné un résultat assez intéressant, puisque ça a permis de prolonger cette fameuse courbe, vous voyez.
et d'obtenir une mesure d'une dimension qui est de l'ordre de la taille du trou noir. En fait, le trou noir a une dimension un rayon qui est de 2 gm sur C2, et donc un diamètre de 4 gm sur C2. Et là, ce qu'ont trouvé ses collègues américains, c'est 3,7 gm sur C2, aux erreurs près, c'est donc 4 gm sur C2. Donc tout le monde était content. On pensait qu'on avait pu mesurer enfin la dimension du trou noir et pouvoir la comparer avec la théorie. Le seul souci, c'est que voici la taille mesurée ici. Et en fonction de la distance à laquelle vous trouvez du trou noir central, en théorie classique, on va avoir une dimension qui varie linéairement. En fait, si on prend les effets de relativité, du fait justement de la courbure des rayons lumineux, on ne peut pas observer un objet qui angulairement ait une taille de l'ordre de 4 gm sur C2. La taille minimum observable, en fait, est de l'ordre de 5,5 ou 5,7 gm sur C2. Donc on est sûr que ce qui a été vu, ce n'était donc pas le trou noir, ce n'est pas la dimension du trou noir qui a été observée, mais c'est un autre détail dans l'image. Et c'est précisément pour ça qu'il y a besoin d'accéder à un niveau d'information spatiale bien plus riche que juste une taille pour pouvoir comprendre ce qui est vu et observé à cette longueur d'onde de 1,3 mm. Alors voilà le projet complet à terme. Donc c'est ce projet-là qui devrait voir le jour à la mi-2014, vous voyez, donc on n'est pas très loin, là, dans 1 an et demi. On leur souhaite tout le succès possible, bien que ce soit nos concurrents. Donc pour l'instant, les télescopes qui ont été reliés, ce sont ces 3 télescopes-là, vous voyez, et à terme, on peut imaginer réaliser un interféromètre qui sera bien plus grand. Alors, bien plus grand, ça veut dire une meilleure résolution angulaire, mais surtout, là, en l'occurrence, ça veut dire aussi la capacité de reconstruire des images, voilà, et d'avoir une véritable information spatiale pour comprendre ce que l'on voit. Voilà, ça, c'est le gros problème de ces observations-là, c'est qu'on sait que l'objet doit être complexe, mais sans information spatiale précise, c'est difficile de même décrire l'observation. L'observation qui est recherchée, c'est celle-ci. Alors ça, c'est une simulation de relativité générale. Donc vous avez ici du gaz dans le disque d'accrétion autour du trou noir. Le gaz apparaît un peu plus brillant de ce côté-là. Ça, c'est une amplification qui est purement un effet relativiste. Et en fait, ce que cherchent à observer les gens, c'est la partie centrale. Voilà. C'est ce qui s'appelle l'ombre du trou noir. Donc c'est ce disque noir, et la présence de ce disque noir serait, disons, une preuve forte de la validité de la théorie de la relativité générale. Voilà. Et donc toute déviation par rapport à ce disque noir serait au contraire une mise en cause assez forte de ce qu'est l'objet central et de ce qu'est la théorie pour l'étudier. Vous savez qu'il y a des théories concurrentes à la théorie de la relativité générale, et justement c'est un test fort que de pouvoir regarder si cette théorie est valable près d'un objet aussi compact qu'un trou noir. C'est un peu le cas extrême de test de cette théorie. Voilà, donc ça, c'est l'Event Horizon Telescope qui permettra donc de faire des images. On est très curieux de savoir si l'image ressemblera à ça. Bon, il y en a des plus compliquées qu'on comprend moins bien, donc je ne les ai pas montrées. Ça, c'est la plus simple, je trouve. On voit bien ce que c'est, on comprend bien ce que c'est que l'ombre du trou noir quand on parle de l'ombre du trou noir. On pourrait appeler ça la silhouette du trou noir. Alors, nous, avec Gravity, on ne va malheureusement pas pouvoir accéder à une image, mais on va s'en sortir autrement. Donc l'idée, là, ce n'est pas de recombiner des télescopes à des échelles intercontinentales. On n'est pas foutu de faire ça dans le domaine infrarouge. On est encore limité à quelques centaines de mètres de base, ce qui est déjà très difficile. Donc là, on va utiliser le VLT et on va relier les 4 télescopes de 8 mètres du VLT pour ce qui est de l'observation du trou noir central. En fait, Gravity aura aussi la capacité de relier les petits télescopes de 1,80 m. On appelle ça des petits télescopes aujourd'hui, c'est quand même des beaux télescopes, mais ils sont plus petits que des 8 mètres. En fait, le centre galactique est faible, tellement faible, que l'on a besoin d'avoir une taille de télescope la plus grande possible pour pouvoir conduire ces observations. Donc on va plutôt s'intéresser aux 8 mètres aujourd'hui pour ce cas scientifique-là. Alors, je dis ce cas scientifique-là, c'est le cas scientifique majeur qui a conduit à la construction de Gravity, et c'est celui qui domine toutes les spécificités de l'instrument et toutes les spécifications techniques de l'instrument. C'est le plus dur. En fait, les sources de référence que l'on va devoir observer pour observer le centre galactique sont les sources les plus faibles qu'on ait jamais observées en interférométrie. Voilà. Donc, on part d'un niveau qui est déjà le niveau le plus élevé de ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, il y a certaines difficultés, disons, associées
à ce type de projet. Mais comme vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de chances de faire différemment pour pouvoir obtenir de l'information sur son galactique. Alors, comment ça marche un interféromètre? Alors, c'est un peu compliqué. Je ne fais pas un cours sur l'interférométrie là, donc je vais essayer de vous expliquer avec les mains extrêmement rapidement. Donc, un interféromètre, c'est un instrument qui recombine au moins 2 télescopes. Et là, dans le cas de Gravity, cet instrument, comme vous allez le voir, observe en permanence 2 sources, en fait 3 sources. Une troisième pour asservir le système d'optique adaptative. Chaque télescope est équipé d'un système d'optique adaptative. Et interférométriquement, on va observer 2 sources. Une étoile primaire et une étoile secondaire, ou alors le centre galactique ici, et une étoile primaire qui nous servira de référence. Et vous voyez ici le champ de 2 secondes qui sera visible par Gravity autour du trou noir central Sagittarius A étoile. Et on a ici 2 étoiles de magnitude égale à 10 en bande K, donc qui correspondent à ces sources les plus faibles observables aujourd'hui par interférométrie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va obtenir des réseaux de franges d'interférence comme celui-ci. Et le but du jeu, c'est d'obtenir une image, comme font nos collègues radioastronomes. Et pour ça, il faut mesurer 2 quantités. Il faut mesurer le contraste des franges. Donc, c'est l'amplitude ici du paquet de franges. Et le contraste des franges, en première approximation, est relié à la dimension, à la taille angulaire de l'objet observé. Voilà. Plus l'objet est gros, plus le contraste est faible. Et inversement, plus l'objet est ponctuel et plus le contraste est important. Et puis, on va mesurer la phase. La phase se traduit par un écart en position entre la frange centrale de l'objet qui est ici et la frange centrale de l'étoile de référence. Voilà. Donc c'est ça l'information de phase qui va nous servir à la fois à reconstruire une image et, comme nous allons le voir aussi, à obtenir une information astrométrique. Alors, quand on a le contraste et la phase, par un théorème qui s'appelle le théorème de Zernike-van Sitter, on peut inverser les données et obtenir une image de l'objet observé. Alors ça, on sait déjà faire. Je vous montre ici un exemple. Ça, c'est une image que l'on a faite avec l'interféromètre IOTA en Arizona. Alors, c'est l'interféromètre sur lequel j'ai fait ma thèse, ça. Malheureusement, il a été démonté, vous voyez. Au moment où on obtenait ces images-là, on savait que c'était les dernières. C'est dommage parce que c'est l'image la plus demandée au journal AEA, aujourd'hui, Astronomy and Astrophysics. Donc, on pouvait déplacer les télescopes, 3 télescopes d'IOTA, comme ça, sur des rails, et obtenir de l'information interférométrique à différents arrangements. On appelle ça des fréquences spatiales. Idéalement, il faudrait remplir le plan des fréquences spatiales pour pouvoir obtenir une image. On ne peut pas, évidemment, dans la réalité des choses, remplir le plan des fréquences spatiales. Ce qui compte, c'est d'en obtenir le plus possible à l'échelle de l'objet pour pouvoir obtenir une image de ce type-là. Donc là, ce qu'on avait vu sur Betelgeuse, là, c'était des taches à la surface de l'étoile dont on pense qu'il s'agit de taches de convection. Et d'ailleurs, ça a conduit à des travaux ici, dans cet observatoire, qui ont mesuré pour la première fois le champ magnétique à la surface de cette étoile. Donc, on a envie de faire pareil avec Gravity. Alors, je vous montre juste ça. Je l'ai reçu ce matin. C'était une demande d'une société qui fait des jeux de cartes, qui réutilise notre image. Vous voyez, l'astrophysique, ça mène à tout. Donc, il y aura un jeu de cartes avec une image que l'on a faite. J'étais très ému quand j'ai vu ça ce matin. Voilà. C'est pas tous les jours. Alors, comment ça va se traduire pour Gravity? Pour Gravity, donc cette fameuse couverture du plan des fréquences spatiales ne sera pas parfaite. On a 4 télescopes de 8 mètres qui sont là où ils sont. Hein. On ne peut pas les déplacer. Donc l'image d'une étoile, eh bien, ce sera une carte comme celle-ci, pas très belle, avec fort heureusement un pic central. Et le but du jeu, ça sera de reconstruire l'image de n'importe quel champ d'étoile ou n'importe quel objet un peu plus complexe. Donc on fait ça par une technique dite de déconvolution. Vous voyez, donc ça, c'est un objet qui est un champ d'étoiles en fait, de 6 étoiles. Alors comme elles sont brillantes, on arrive à voir ici les étoiles. Mais le point important, c'est que pour passer de ça à ça, il faut connaître l'image brute. En fait, ça, c'est la réponse impulsionnelle de l'instrument. Et en déconvoluant cette image par la réponse impulsionnelle de l'instrument, on arrive effectivement à reconstituer comme ça une carte où 6 étoiles apparaissent de manière très claire. Donc ça, ce serait le résultat d'une nuit d'observation. En une nuit d'observation, on peut imaginer, espérer faire une carte avec une résolution angulaire qui, pour le coup, est de l'ordre de 4 millisecondes d'angle en bande K, donc à peu près 15 fois meilleure que les images qui sont faites en optique adaptative aujourd'hui avec le VLT.
Donc ce n'est pas négligeable parce que ça veut dire qu'on va pouvoir voir comme ça, enfin espérer voir la partie vraiment centrale autour du trou noir sur des échelles de distance qui sont de l'ordre de 100 fois le rayon du trou noir. Donc on n'est pas encore très près du trou noir, mais on peut néanmoins imaginer voir des effets relativistes dus au trou noir. Et pour voir ces effets relativistes, il faut reconstruire les orbites d'étoiles comme on le fait en optique additive aujourd'hui, par des observations répétées. Alors là, comme les étoiles en question seront plus proches, elles tourneront plus vite autour du trou noir, donc on n'aura pas besoin d'attendre 10 ou 15 ans. Vous voyez, en 15 mois d'observation, on espère pouvoir reconstruire des orbites et voir ici des effets relativistes comme la précession de cette orbite dans le cas où le trou noir serait sans rotation. Voilà. Des effets plus complexes se produisent si le trou noir est en rotation. Alors, tout ça, c'est vrai, à condition qu'il y ait des étoiles autour du trou noir dans ce champ de 60 millisecondes d'angle. Alors, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on voit une émission. Et on pense que cette émission est due à peut-être 2, 3 et 4 étoiles maximum. On a été un peu rassuré récemment avec la découverte d'une nouvelle étoile qui n'était pas connue jusqu'à présent. Donc ça montre qu'on a encore des étoiles à découvrir près du trou noir, près de Sagittarius à étoile. Et ça nous laisse espérer que peut-être des étoiles en orbite serrées autour du trou noir seront visibles. Voilà. Donc, il y a une part d'incertitude. Il n'y a pas que des incertitudes instrumentales dans cette affaire, il y a aussi des incertitudes simplement sur ce que c'est que l'environnement du trou noir. On n'a pas trop le choix. Alors, je vous parlais d'un trou noir sans rotation jusqu'à présent. Maintenant, si le trou noir est en rotation, on espère mesurer ce paramètre de rotation. Alors, il faut savoir qu'un trou noir, c'est un objet extrêmement simple. Les théoriciens ont même inventé le terme de calvitie des trous noirs. Les trous noirs n'ont pas de cheveux. Ça veut dire que vous avez besoin d'un petit nombre de paramètres pour pouvoir caractériser le trou noir. En fait, ce nombre de paramètres est de 3. C'est la masse, le taux de rotation, donc le spin, et la charge. Voilà. On imagine que les trous noirs ne sont pas chargés. A priori, ils sont plutôt neutres. Et donc, il reste 2 paramètres, la masse. Dans le cas de Sagittarius à étoile, on a la masse. Et il reste donc le taux de rotation. Donc, l'idée, c'est que si on arrive à mesurer le taux de rotation, à ce moment-là, on a tous les paramètres nécessaires pour pouvoir reconstituer la métrique autour du trou noir et donc pouvoir faire des mesures d'espace-temps et reconstituer cet espace-temps autour du trou noir et comparer ça aux mesures que nous ferons avec Gravity ou avec le Event Horizon télescope. Donc c'est un enjeu très fort de pouvoir mesurer le spin. Le spin, on pense l'avoir grâce aux mesures de trajectoire d'étoiles ici. D'après Emeritt, on devrait être en mesure de pouvoir faire cette mesure en quelques années, hein, si les étoiles proches du trou noir existent réellement. Et on va pouvoir tester ce théorème, donc dit de la calvitie des trous noirs, le théorème de Wheeler, en faisant la chose suivante, en mesurant d'une part le spin du trou noir et en mesurant ce que l'on appelle le moment quadrupolaire. Ces mesures, comment est-ce qu'on va les faire? On va les faire aussi par des mesures d'orbite d'étoiles et comparer les orbites qui seront donc complexes si l'objet est en rotation avec des orbites d'objets pour lesquels le moment quadrupolaire et le spin sont non nuls. Voilà. Et toute la question, c'est de savoir si, une fois qu'on a la masse et le spin, eh bien, le moment quadrupolaire s'écrit de cette façon-là. Ça, c'est un test fort pour les théoriciens de la théorie de la relativité générale. Si jamais cette relation est fausse, ça veut dire que pour les objets compacts en champ très fort, la théorie générale ne s'applique pas. Voilà. Donc c'est un test qui est simple. La seule difficulté ici, c'est d'arriver à mesurer le spin. On pense qu'on va y arriver. Le quadrupole, ce n'est pas du tout évident. Alors on va refaire ce travail qui a été fait par Clifford Wheel. Il se trouve que Clifford Wheel est un astronome américain qui passe une partie de son temps en France toutes les années à l'Institut d'astrophysique à Paris. Donc ça permet d'avoir des contacts réguliers. Et vous voyez, la précision qu'on attend pour Gravity, c'est 10 microsecondes d'angle. Voilà. Et donc vous voyez que pour le spin ici, en choisissant une orbite très excentrique et une orbite assez courte, hein, de 0 à 1 an, donc à peu près un mois, on devrait pouvoir mesurer le spin sans aucun problème. Voilà, si on a la sensibilité suffisante. En revanche, pour le moment quadrupolaire, c'est un peu plus délicat et il faut que le trou noir soit à rotation quasi maximale pour qu'on ait une chance d'y arriver.
Alors on va raffiner ces calculs, on va essayer d'aller plus loin et de prendre en compte les capacités de l'instrument pour voir quelles sont les limites précisément auxquelles on doit s'attendre. Mais si on parvient à faire ça, c'est absolument fantastique parce qu'on aura vraiment tous les outils en main pour pouvoir caractériser totalement le trou noir et faire un test vraiment fort de la relativité générale en champ très fort près d'un trou noir. Donc ça, c'est un objectif majeur de Gravity, ce test-là. Comme vous l'avez compris, il y a quand même des étapes à passer. Il faut d'abord construire l'instrument et puis s'assurer que l'instrument aura la sensibilité nécessaire, puis la précision astrométrique nécessaire. Alors justement, comment est-ce qu'on va faire ces mesures astrométriques? Donc les données du problème sont extrêmement simples. Le rayon du trou noir, c'est 10 microsecondes d'angle. 10 microsecondes d'angle, pour vous donner une idée, c'est 1 euro sur la Lune. Voilà. Donc ce que l'on doit voir, mesurer, doit avoir la précision d'1 euro sur la Lune vue depuis la Terre. Donc c'est honnêtement extrêmement compliqué et pas du tout garanti. On fait tout pour, hein, mais on verra bien le moment venu. Le principe de la mesure, lui, par contre, est assez simple. Donc on fait de l'astrométrie interférométrique. Donc on observe deux sources. Donc la source de référence qui est ici, et puis Sagittarius à étoile. On va obtenir deux interférogrammes. Et la distance mesurée en différence de marche entre ces deux interférogrammes est proportionnelle d'une part à la base de l'interféromètre, donc la distance entre télescopes, et puis proportionnelle à l'écart angulaire dans la direction de la base. Et donc, il suffit de diviser la distance mesurée entre les deux interférogrammes par la base pour obtenir, comme on le voit ici, la distance angulaire entre les deux objets. Et là où on a besoin d'un grand instrument, la raison pour laquelle on a besoin de ce grand instrument, c'est que vous voyez que la précision sur cette mesure angulaire dépend d'un bras de levier qui est la base de l'interféromètre. Voilà. Donc l'erreur sur la différence de marche ici va être atténuée d'autant plus que la base sera grande. Donc avec un interféromètre qui a une base de l'ordre de 100 mètres, si vous avez une précision de mesure des distances entre interférogrammes de l'ordre de 5 nanomètres, eh bien vous avez cette précision de 10 microsecondes d'onde sur la base. Donc l'enjeu, c'est d'être capable d'obtenir ces franges d'interférence et de mesurer extrêmement précisément la distance entre les interférogrammes avec une précision nanométrique pour en déduire une information astrométrique de précision 10 microsecondes d'angle. Voilà. Alors ça, il y a tout un tas de... Je balaye beaucoup de choses sous le tapis, là. Il y a tout un tas de difficultés qui sont inhérentes à ce type de mesures. Des mesures comme ça ont déjà été faites avec un interféromètre en Californie avec une précision de 26 microsecondes d'angle. Voilà. Vous voyez, donc on sait qu'au moins la vingtaine de microsecondes d'angle, c'est possible. Il faut qu'on gagne encore un facteur 2. Ce qui avait été fait aux États-Unis, c'était quand même avec des sources assez brillantes, des étoiles brillantes. Là, on le fait avec des sources faibles, et bien plus faibles que celles qui avaient été observées à l'époque. Donc, une fois qu'on a cette mesure astrométrique, en fait, on va pouvoir, lorsqu'un sursaut du trou noir se produit, eh bien, mesurer la position de ce sursaut en fonction du temps. Voilà. Et l'idée, c'est de relier la courbe, le graphe que l'on obtiendra, via des simulations à un mouvement de point chaud autour du trou noir. Donc c'est une mesure indirecte. Hein. On n'a pas la chance, comme l'interféromètre millimétrique, de pouvoir faire une image à la résolution du trou noir. Voilà. Nous, on pourra faire des observations avec la précision astrométrique correspondant au trou noir, mais pas des images. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une technique d'inversion pour remonter à l'information que l'on recherche au voisinage du trou noir. Donc voilà typiquement le type de données que vous obtiendrez au cours d'un sursaut. Ça, c'est les mesures astrométriques avec une précision de l'ordre de 10 microsecondes d'angle. Et comme le sursaut est un événement périodique, on va pouvoir faire une somme, ou plutôt on va pouvoir empiler les données en prenant en compte le fait que c'est un événement périodique et améliorer comme cela la précision des mesures astrométriques de Gravity. Donc on pourra ainsi reconstruire ce type d'orbite. Voilà, vous voyez, c'est une forme de cœur. Alors ce type d'orbite est dû précisément au fait que vous avez des images multiples qui contribuent au signal et de fait, l'orbite qui initialement était circulaire va prendre une forme un peu plus complexe parce que ce que l'on mesure en interférométrie, c'est le centre de gravité de cette image de point chaud en orbite autour du trou noir. Donc on pourra, en combinant ces données-ci avec les données
les données photométriques, inverser cette relation, enfin ces relations, ces données, pour tester la forme de l'orbite en injectant un point chaud près du trou noir central. Alors, quelques mots maintenant sur Gravity pour terminer. Donc voici le VLT dans sa version VLTI, donc l'interféromètre VLT. Donc vous avez les 4 télescopes de 8 mètres ici, et puis des télescopes de 1,80 m. Alors ça, c'était un modèle numérique. Ma photo est trop ancienne là. Aujourd'hui, les tunnels ont été complètement recouverts et les télescopes sont complets. Alors qu'est-ce qu'on va fabriquer sur Gravity? On va fabriquer un recombinateur qui va nous permettre de faire des franges d'interférence. Comme on observe 2 sources en permanence, simultanément, il faut 2 recombinateurs. Et comme on a 4 télescopes, il faut 2 recombinateurs à 4 télescopes pour l'instrument. Il faut qu'on construise aussi des optiques adaptatives infrarouges. Donc avec une analyse de surface d'onde dans l'infrarouge, les optiques adaptatives du VLT fonctionnent dans le visible. Elles font l'analyse de surface d'onde dans le visible. Donc il faut qu'on construise la version infrarouge et qui devra être installée sur tous les télescopes. Voilà. Donc on construit 4 systèmes d'optique adaptative. On construit aussi des systèmes de métrologie. Ce sont ces systèmes qui vont permettre de mesurer précisément la distance entre interférogramme sur la source de référence et interférogramme sur le trou noir. Et là aussi, il faut autant de systèmes de métrologie qu'il y a de faisceaux et qu'il y a de télescopes. Vous voyez, j'en ai même rajouté ici pour les petits télescopes de 1,80 m. Qu'est-ce qui nous manque encore? Il nous manque la stabilisation de faisceaux. Pour des raisons de précision astrométrique, il faut que la pupille du télescope soit extrêmement stable et que la direction de visée soit aussi extrêmement stable. Donc on a l'optique adaptative qui en met une première couche, si vous voulez, qui va stabiliser le faisceau, mais on a besoin d'une stabilisation supplémentaire pour que l'image corrigée bouge d'une très, très petite quantité maximum. Voilà. Et il faut aussi stabiliser la pupille, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement sur le VLTI. Donc on a aussi une stabilisation de faisceau pour chacun des télescopes. Donc vous voyez, Gravity, ça sera un instrument assez complexe. Voilà un des systèmes d'optique adaptative ici qui seront installés sur le VLT. Alors aujourd'hui, existe cette partie-là, et nous, on va venir ajouter cette partie-là pour faire l'analyse de surface d'onde dans l'infrarouge. On aura besoin de stabiliser les franges. Ça sera une nouveauté de Gravity aussi, c'est que le trou noir central est suffisamment faible, et bien trop faible pour pouvoir nous permettre de faire des pauses très courtes figeant la turbulence. Donc il faut qu'on corrige la turbulence à l'échelle des télescopes par optique adaptative, mais il faut aussi la corriger à l'échelle de l'interféromètre en faisant ce que l'on appelle un suiveur de frange. Donc le suiveur de frange, il va mesurer, il va détecter une frange d'interférence et il va agir sur un miroir pour que la frange d'interférence reste à une position stable sur la source de référence pour permettre d'intégrer sur le trou noir et avoir un signal sur bruit suffisant pour pouvoir faire une détection de frange à l'endroit du trou noir. Donc c'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est le résultat d'un prototype que nous avons à Meudon, qui est le prototype de suiveur de frange de Gravity. En bleu, vous avez l'excursion d'un paquet de franges. Vous voyez, ça, ce sont des microns ici. Sur le ciel, ça bougera d'à peu près 5-10 microns. Vous voyez, donc là, c'est un peu optimiste par rapport à ce qu'on aura sur le ciel. Ça, c'est le résultat de l'asservissement. Voilà. Donc, a priori, ça marche bien en laboratoire. Il y a un petit plus sur le VLTI, c'est qu'il y a des vibrations. Voilà. C'est l'apanage des grands télescopes. Tous les grands télescopes vibrent. Alors nous, ça ne nous fait pas vibrer, pas du tout même. Et c'est une perturbation majeure en fait pour le signal. Donc il faut aussi qu'on corrige ces vibrations. Donc le système sans correction de vibration vous donne les données en jaune ici, et avec correction des vibrations, en fait, on fait ça par filtrage Kalman. Vous donne les données en vert. Et il faut qu'on atteigne comme ça une stabilisation de franges de l'ordre de 100 à 200 nanomètres. Voilà. Donc on part de franges qui connaissent des excursions de l'ordre de 10-15 microns pour arriver à 100-200 nanomètres. Alors, ça, c'est le système de suiveur de frange. Le système de suiveur de frange, en fait, se trouve dans le cryostat principal de Gravity, où se trouve leur combinateur. Donc, vous avez les recombinateurs qui sont ici, donc deux recombinateurs et 2 spectrographes, puisque les franges sont dispersées. Vous avez des fonctions fibrées sur lesquelles je vais revenir, et puis toute une armada électronique qui permet de piloter ces systèmes-là. Et en plus de ça, vous avez donc les optiques adaptatives qui sont localisées sur chaque télescope. Alors voici leur combinateur de Gravity. C'est la partie qui est faite par les collègues de Grenoble.
Ce sont des systèmes absolument fantastiques. En fait, c'est tout petit, hein, c'est presque de la dimension de ce que l'on voit là. En fait, c'est plus petit que la dimension projetée sur l'écran. Donc, c'est de l'optique intégrée, c'est une technologie dérivée de la microélectronique, donc qui permet de venir inscrire des guides d'ondes sur des puces en silicium. Et ces guides d'ondes sont monomodes, donc c'est l'équivalent de fibres inscrites dans des puces en silicium. Vous avez ici les 4 faisceaux du VLT qui vont être injectés dans ces petits canaux. Et en sortie, vous avez 24 sorties. Ces 24 sorties, ce sont les 6 interférogrammes correspondant aux 6 bases de l'interféromètre, échantillonnées chacune en 4 points, voilà, séparées d'1 quart de longueur d'onde. Donc en temps réel, on a comme ça une mesure de chaque interférogramme, donc la phase et le contraste, est dispersée selon les canaux spectraux de gravity. Voilà, donc on appelle ça un recombinateur en ABCD. Voilà, ce sont les 4 échantillons ABCD qui viennent échantillonner une frange. Et on disperse ces franges d'interférence ensuite dans les spectrographes de gravity. Et cette information spectrale est bien sûr utile astrophysiquement, mais elle est aussi utile techniquement pour nous permettre de repérer la frange centrale de gravity. En fait, si vous dispersez une frange, si vous êtes sur la frange centrale, vous allez voir toute cette frange est systématiquement à la même position, quelle que soit la longueur d'onde. Si vous n'êtes pas sur la frange centrale, vous allez voir un décalage avec la longueur d'onde. Et cette information de décalage vous permet d'identifier la frange sur laquelle vous vous trouvez. Alors, un autre sous-système dont j'ai la responsabilité, c'est les fonctions fibrées. Alors, à quoi ça sert les fonctions fibrées ? En fait, on a besoin de corriger et les retards et les polarisations. Alors, les retards, est-ce que ça a marché ? Oui, ça marche. Voilà. En fait, pour pouvoir observer et le centre galactique et l'étoile de référence, il faut être capable de synchroniser les interférogrammes qui ne se forment pas à la même position dans l'interféromètre. Donc on ne peut pas détecter les interférogrammes à 2 positions différentes, donc il faut les synchroniser. Et la technique que l'on a choisie pour ça, c'est d'utiliser des fibres optiques. Martin faisait référence à mes premiers travaux, mes premières amours. Donc mes premières amours reviennent. L'idée, là, c'est de faire passer les faisceaux dans des fibres optiques et on tire sur les fibres optiques grâce à des piézos pour pouvoir générer un retard qui peut être contrôlé avec une précision de quelques nanomètres. Voilà. Sans sortir de la fibre optique. Donc là, on bénéficie de l'élasticité des fibres optiques pour pouvoir faire ce type de choses. Et c'est important parce que ça nous coûte beaucoup moins de photons que de faire la même chose avec des miroirs classiques. Il faudrait sortir des fibres, aller réfléchir sur un miroir, revenir, réinjecter dans une fibre, et ça coûte en photons. Or, on n'a pas beaucoup de photons de RAB quand on observe le centre galactique. Donc ça va être crucial. Enfin, le fonctionnement de ces systèmes-là vont être cruciaux pour atteindre cette fameuse précision de 5 nanomètres. Et l'autre chose dont on a besoin, c'est de contrôler les polarisations dans l'interféromètre, parce que les polarisations ont le mauvais goût en fait, d'annuler le contraste lorsqu'elles sont croisées. Voilà. Donc là, on va tordre les fibres pour faire tourner la polarisation et ajuster comme ça les angles de polarisation dans l'interféromètre. Ça marche aussi facilement que ce que je viens d'expliquer. En fait, c'est ce qu'on fait en pratique et on voit le contraste qui augmente ou qui diminue. Donc on s'arrête quand le contraste est maximum. Voilà, donc c'est un aperçu des sous-systèmes dont on a besoin dans Gravity. Un autre sous-système extrêmement important, c'est la métrologie. Donc c'est la même formule en un peu plus développée que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vous dit que si vous voulez atteindre une précision astrométrique, donc une précision sur la différence de position entre un objet en alpha et un objet en bêta de 10 microsecondes d'angle, vous devez avoir besoin d'une précision sur la base de l'interféromètre de 500 microns. Bon, ça on pense qu'on va y arriver. Surtout, vous devez mesurer les écarts en différence de marche à 5 nanomètres près. Donc la façon dont on fait ça, c'est qu'on fait un autre interféromètre, laser cette fois-ci, que l'on rétro-injecte dans l'interféromètre Gravity. Donc on passe par les points de recombinaison et on passe par les 2 canaux de Gravity, le canot référence et le canot trou noir central. Et on remonte comme ça jusqu'au télescope. Et au télescope, on va projeter une figure de frange d'interférence au niveau du miroir secondaire. Vous voyez ? C'est vraiment ça l'idée. En fait, il y a un autre réseau le réseau est plus large et se forme aussi de part et d'autre du miroir secondaire. Et au départ, on pensait mesurer par une caméra. Donc, on a fait des tests à Paranal. Ça marchait assez bien. Ce réseau de franges sur le miroir secondaire, mais on s'est aperçu que c'était un peu compliqué à faire et à mettre en œuvre
Donc finalement, on a réalisé qu'on avait juste besoin de mesurer ce réseau de franges en 4 points sur toute la pupille du VLT. Donc on a des petits détecteurs comme celui-ci qui viennent mesurer, échantillonner la phase localement. En fait, l'information que l'on recherche, c'est la position de ce réseau de franges qui va nous donner le décalage en interne à Gravity entre les faisceaux, en longueur entre les faisceaux de référence et le faisceau scientifique. Donc ça, c'est un système complètement nouveau. Ça vient du consortium, hein, c'est une idée nouvelle qui n'avait jamais été testée puisque personne n'avait eu l'idée de réaliser ce type de réseau métrologique et on pense que c'est ce qui va nous sauver sur Gravity. Il y a plusieurs choses qui vont nous sauver, de nouveaux détecteurs et ce réseau métrologique qui, a priori, nous donnera cette précision de 5 nanomètres. Alors, pour terminer, voici où nous en sommes. Donc l'instrument a été accepté le concept instrumental a été accepté par l'ESO à la fin de 2011. On est en cours de réalisation depuis 2012. Donc on construit en Allemagne, en France, au Portugal. À la mi-2013, tout sera envoyé à Garching. On intégrera l'instrument au second semestre 2013 et puis on expédiera l'instrument à Paranal au début de 2014 et on espère avoir la première lumière à l'été 2014, enfin l'été pour nous ici, donc mi-2014. Voilà. Et en parallèle, nos collègues de l'Event Horizon Telescope en fait, ont aussi cet objectif d'être prêts à la mi-2014. Vous voyez, donc il y a une compétition comme ça qui s'est engagée entre les deux projets. Bon, scientifiquement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va avoir donc des observations très complémentaires à deux régimes de longueur d'onde différentes. Nous, on peut espérer voir et des étoiles, donc l'émission thermique des étoiles et le point chaud autour du trou noir. Malheureusement, pour nos collègues américains, ce ne sera pas visible avec l'Event Horizon Telescope. Eux ne voient pas les étoiles à leur longueur d'onde d'observation et ne pourront pas faire des pauses suffisamment courtes pour pouvoir voir les événements de point chaud, puisqu'il faut une résolution de l'ordre de la dizaine de minutes. Voilà, donc a priori, ce ne sera pas possible pour eux, mais par contre, eux auront une résolution suffisante pour faire une image de l'environnement du trou noir, de l'environnement proche du trou noir et donc du disque d'accrétion. Vous voyez, donc les deux sont complètement complémentaires. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, je vais m'arrêter là et je suis prêt à prendre quelques questions.